À toutes et à tous, merci d'être avec nous en direct en cette fin de journée pour cette première. On est ravis de vous recevoir. Donc c'est une initiative conjointe de la revue pharmaceutique et du cabinet Asterès. Nicolas, bonjour. Bonjour Pierre, bonjour à tous, avec plaisir. Bonjour. À mes côtés également Fabien Nison, journaliste à pharmaceutique qui animera cette séquence jusqu'à la fin. Fabien, salut. Bonjour Pierre. Ainsi qu'Alexandre Yazegui, que je laisserai Fabien présenter, qui interviendra dans quelques instants. On viendra vers vous, Alexandre. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir également. Merci. Alors, l'initiative, elle naît d'une idée assez simple, c'est que la santé est traversée par tout ce que vous savez comme profond bouleversement scientifique, technologique, je vous apprends rien, dont l'intelligence artificielle. On en entend beaucoup parler. D'ailleurs, Pharmaceutique s'est dit, tiens, si on faisait un numéro spécial sur l'IA au mois de décembre, qui paraît dans quelques jours. Voilà, donc j'en profite pour le dire. Le format que on vous propose face à la recrudescence des événements sur ce thème-là et face au progrès fulgurant et constant qu'on observe dans l'IA notamment, c'est de vous proposer un rendez-vous à peu près tous les 2 mois, assez court, sous forme de débat et d'illustration de cas d'usage, histoire d'essayer de coller cette actualité très, très riche. Donc on se retrouve ce soir sur le thème de l'oncologie, bien sûr, autour de l'IA, mais on se retrouvera en début d'année, vous en reparlerez à la fin, je crois, de drug discovery, de pratiques médicales, de solutions patients, autant de thèmes qui sont impactés plus ou moins par l'intelligence artificielle. Alors, il fallait être également concret, comme je vous l'ai dit en introduction, et pouvoir illustrer de manière très précise quelques cas d'usage de l'IA, d'où l'intérêt d'avoir Alexandre avec nous aujourd'hui, et également Marco Fiorini qui nous rejoindra pour nous présenter quelques cas très concrets, histoire que le débat qui s'en suivra soit bien illustré par des choses qu'on puisse bien mesurer. Alors pour ce premier épisode de la saison, évidemment, j'ai vendu la mèche. On va parler d'oncologie ce soir. Pourquoi l'oncologie ? Pour plusieurs raisons. En tout cas, l'oncologie fait partie de ces sujets dont l'intelligence artificielle, auquel l'intelligence artificielle contribue fortement. Parce que malheureusement, c'est un phénomène de masse. Donc qui dit masse dit un besoin d'une masse de données assez gigantesque. Et en même temps, on entend souvent dire que l'oncologie est quasiment maintenant entrée dans l'ère de la médecine personnalisée, voire ultra personnalisée. Et donc là, on parle de données fines et homogènes, voire de maladies rares qu'il faut vraiment traiter comme sur de petites populations, donc avec des données extrêmement fines. Et puis aussi parce que l'IA et l'oncologie ont ce point commun qu'elles drainent énormément d'investissements, tout simplement, en R&D, en capitaux. Et effectivement, il nous a semblé pertinent de commencer par l'oncologie pour illustrer un petit peu ce phénomène de l'intelligence artificielle. Voilà pour ma petite introduction, Nicolas. Merci Pierre je laisse la parole quand même. D'avoir dit déjà beaucoup de choses, mais pharmaceutique est en pointe sur ces sujets de l'intelligence artificielle. Nous, chez Asterès, on fait pas mal d'études aussi sur l'intelligence artificielle et ses applications dans beaucoup de secteurs, mais c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler dans le domaine de la santé, et on se disait que c'était très important de se dire où est-ce qu'on en est du point de vue technologique, mais aussi du point de vue des applications. Voilà. C'est-à-dire dans quelle mesure l'IA est déjà utilisée, à quoi ça sert. Peut-être que pour celles et ceux qui nous regardent aussi, ça peut donner des idées quant à l'utilisation justement de ces outils d'intelligence artificielle. Donc vraiment ce qu'on veut montrer, parce que sur l'intelligence artificielle, moi ce que je vois, notamment dans le débat public, c'est que on en parle beaucoup, mais c'est un peu théorique, c'est un peu désincarné. Et donc on voulait se dire, voilà, dans le domaine de la santé, qu'est-ce qui se fait aujourd'hui, très concrètement, où sont les points de blocage, quels sont des outils qui existent déjà qu'on pourrait utiliser davantage, voilà. Donc, voilà, Pierre l'a dit, l'oncologie est un bon champ pour ça, parce qu'en effet, c'est sans doute, je parle sous votre contrôle, mais très adapté à l'utilisation de l'IA, parce qu'on a aussi une incidence de la maladie qui fait que c'est un sujet absolument majeur. Et donc, commencer cette session par la donnée, ça nous a semblé être un peu le commencement, en fait, puisqu'il y aura en effet une session tous les 2 mois, on en reparlera à la fin. Mais voilà, on s'est dit que c'était très pertinent de commencer par ça. Donc on va écouter tout ça avec beaucoup d'intérêt. Tout à fait. Bien. Sous la houlette de Monsieur Nison. Absolument. Très bien. Que je retrouve dans 1h30 du coup. Exactement. Ouais. Merci Pierre, merci Nicolas, et on vous retrouve en effet pour la conclusion. Merci. Alors comme vous l'avez dit, cette donnée, on va l'aborder à 360. Et pour en parler, pour commencer, pour évoquer justement cette collecte de la donnée, j'ai le plaisir d'accueillir le docteur Alexandre Yazegui. Bonjour Alexandre. Bonsoir. Alors vous êtes chirurgien oncologue, fondateur de Gimlin, start-up spécialisée dans la collecte de données en vie réelle pour la recherche clinique et acquise par Résilience en novembre 2024. Alors vous êtes d'ailleurs désormais à ce titre vice-président aux affaires médicales de Résilience. On reviendra dans un second temps sur cette acquisition et sur ce que ça change dans votre start-up. D'abord, Alexandre, une première question. Pourquoi l'oncologie est-elle particulièrement propice à la donnée et aux outils d'intelligence artificielle aujourd'hui ?
Merci pour l'invitation déjà. Comme cela vient d'être dit, en fait, l'oncologie, c'est la première cause de mortalité. C'est que ça va être la première cause de mortalité chez l'homme, la seconde chez la femme. Et en fait, il y a 20 ans, 30 ans, on parlait de cancer du poumon, de cancer du côlon. Aujourd'hui, on parle de type de cancer et depuis quelques années, on va parler vraiment de sous-population très spécifique de cancer. Je pense au cancer du poumon. On va avoir besoin de savoir quelle est la mutation de tel cancer et les prises en charge vont être très différentes, les survies vont être très différentes chez ces patients. Et donc en fait, on va avoir besoin d'analyser des énormes populations avec beaucoup de granularité, pour en fait pouvoir étudier de façon très fine ces sous-populations, parce que comme ça vient d'être dit, en fait, on a besoin de plus en plus de médecine qui va être très personnalisée au stade moléculaire. Et d'ailleurs, c'était l'Institut Gustave Roussy, l'équipe de recherche avec Benjamin Best, Fabrice André et Alexandra Léry, qui avait publié un papier cette année sur le fait qu'on ne devait plus parler de cancer, mais en fait de maladie avec tel ou tel profil moléculaire. On ne met plus de cancer de prostate ou du poumon, en fait. Et c'est très vrai. Et donc, en fait, on est parti d'un constat très simple, c'est qu'il faut collecter beaucoup de données. Et en fait, c'est là où l'IA va apporter toute sa puissance et sa beauté, c'est-à-dire qu'elle va permettre en tout cas d'automatiser une grande partie de cette collecte de données pour pouvoir répondre à des questions qui vont être très spécifiques, très fines, avec beaucoup de granularité, qui aujourd'hui est rendue difficile par le remplissage manuel de bases de données. Tout à fait, d'accord. Donc c'est cette donnée qui va permettre de caractériser, qui permet d'ailleurs encore déjà aujourd'hui de caractériser une tumeur d'un patient et non plus l'organe qui est touché par la tumeur. Ouais, tout à fait. En fait, on va aller chercher des données qu'on va dire d'histologie, donc c'est-à-dire quand le médecin va regarder la tumeur au microscope, d'identifier tel ou tel sous-type histologique, mais également aussi est-ce que la tumeur a telle mutation ou tel profil moléculaire qui vont nécessiter des prises en charge qui vont être différentes. Et en fait, ce genre de détails, c'est ce qu'on va appeler de la granularité, en fait, va être nécessaire pour la recherche. Et ce qui était un peu le sens de Gimli, en fait, avant on remplissait on remplit toujours aujourd'hui des bases de données Excel ou autres à la main, et en fait on ne peut plus aujourd'hui, c'est un frein majeur pour la recherche de continuer de faire de cette façon. Et en fait on a abordé en fait chez Gimli, en fait on a abordé le besoin et non pas la technologie. Et en fait la technologie est au service du besoin. D'accord. Alexandre, donc vous êtes chirurgien oncologue, vous pratiquez encore aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a amené à vous dire, dans votre exercice de médecin, c'est une start-up comme ça qu'il faut faire, il faut se lancer dans la collecte de données. Qu'est-ce qui vous a conduit vers cette société ? Alors, j'ai écouté des podcasts il y a 3 ans, notamment celui de Céline Lazorte, La boucle est bouclée, qui présenter le projet historiquement de résilience, qui était sur initialement les outliers, dont je crois que vous allez reparler, qui était un très beau projet, et puis qui a présenté en fait comment le digital pouvait améliorer la survie des patients, qui n'est pas rien comme claim. Et en fait de ça m'est venue l'envie d'apporter en fait ma pierre à cette contribution technologique, à cette avancée, et de se dire en fait effectivement il faut qu'on fasse quelque chose, et l'innovation elle doit venir de l'extérieur mais aussi de l'intérieur, et donc c'est ce qui m'a motivé à me lancer dans cette aventure. D'accord, très bien. Alors aujourd'hui, justement, grâce à cette sensibilisation, vous avez lancé votre start-up avec succès, puisqu'il vient d'être acheté par Résilience. Mais alors, donc cette collecte de données, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment elle s'organise au quotidien ? Qu'est-ce que vous cherchez ? Quels sont les défis ? En fait, ce que l'on va chercher, c'est vraiment tout ce qui va permettre de répondre à des questions de recherche clinique, et puis après, on va le voir avec Résilience. En fait, les questions que l'on va se poser, que ce soit pour la recherche clinique, le soin ou la recherche industrielle, en fait, ce sont les mêmes. C'est-à-dire décrire les patients, quels sont leurs profils. Et donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est on va aller collecter toutes les informations qui sont nécessaires à décrire des cohortes de patients, c'est-à-dire quelle est leur histologie, la date de diagnostic, quels sont leurs sites métastatiques, les traitements qu'ils ont reçus, pour pouvoir en fait décrire le parcours du patient, décrire sa maladie, et en fait pouvoir après répondre à des questions qui vont être spécifiques à tel ou tel projet, selon les besoins, mais la donnée est toujours la même.
D'accord. Et cette donnée, elle vient des hôpitaux. Vous avez des partenariats, vous travaillez avec des centres de santé? Ouais, tout à fait. En fait, la richesse de cette donnée, elle est contenue au sein des hôpitaux. Et malheureusement, dans encore une très grande majorité des cas, en fait, elle est bloquée parce qu'elle est contenue dans des comptes rendus stockés sous forme souvent de PDF ou de texte. Ou ça va dépendre des centres qui, selon les technologies, s'ils sont plus ou moins avancés. Mais globalement, elle est quand même bloquée sous format de compte rendu. Et donc, il faut aller chercher l'information. Aujourd'hui, donc, c'est fait manuellement. Et l'idée, c'est que l'IA puisse nous aider à automatiser cette collecte de données donc en la récupérant au sein des comptes rendus au niveau de détails dont on a besoin pour faire de la recherche. D'accord. Donc, une fois que cette donnée est collectée, alors j'imagine aussi que chaque hôpital, d'autant que vous travaillez à l'international, donc chaque hôpital, que ce soit les hôpitaux français, des hôpitaux européens et peut-être même de la médecine de ville, elle est forcément présentée de façon complètement différente. Alors comment vous faites pour mettre tout ça en forme? Alors, en fait, on va tout d'abord, on va collecter l'information, c'est-à-dire on va collecter le nom d'une maladie, le nom d'un symptôme, un site de métastase ou mutation. On va lui apporter la granularité autour, c'est-à-dire on va lui apporter les éléments de temporalité. Est-ce que c'était il y a 2 ans? Est-ce que c'était de telle date à telle date? C'est ça ce qu'on va vraiment fournir. Est-ce que c'est un antécédent familial ou est-ce que c'est une négation? Est-ce que le patient n'a pas eu de métastase? Quand vous allez l'enrichir la donnée. Voilà, c'est ça. C'est ça. On ne va pas seulement chercher des mots-clés, en fait. C'est vraiment, on va collecter de la donnée qui va pouvoir être après interrogée. Et en fait, une fois qu'on a collecté cette donnée, en fait, on va la normaliser, on va la standardiser. Et pour cela, alors, on fait partie notamment d'un groupe français qui s'appelle Osiris, qui travaille sur des nomenclatures, en fait, globales pour l'oncologie, qui est pilotée par Unicancer et l'INCA. Mais également, il existe dans les formats internationaux des standards de données qui sont travaillés depuis des années. Je pense au format FHIR, au format HOMOP, qui regroupe des académiques, des industriels, des chercheurs, des cliniciens, en fait, qui ont réfléchi sur la normalisation, sur la façon de nommer les choses. Et donc, on va aller verser dans ces formats-là, et avec après la possibilité de passer d'un format à l'autre selon les cas d'usage. D'accord. Donc en fait, c'est une donnée qui est uniformisée selon des standards internationaux qui sont aujourd'hui les mêmes dans tous les pays. Tout à fait, parce que l'important, c'est qu'aujourd'hui, on parle de données, donc c'est important que Nantes puisse communiquer avec Paris, avec Marseille, mais c'est également aussi important que Paris puisse communiquer avec Berlin, avec Londres ou avec Barcelone. Et en fait, on ne peut pas penser la donnée aujourd'hui simplement au niveau d'un centre et pas non plus en fait au niveau d'un pays. À mon sens, il faut vraiment se dire que c'est de la donnée qui va être internationalisée potentiellement. On parle d'Europe, il faut que ça ait du sens. D'accord. D'autant plus qu'on parle parfois de cancers qui vont concerner juste une centaine de patients. Tout à fait. Tout à fait. C'est exactement ça. Et on va aller chercher des patients qui vont être rares. Je pense que vous allez recevoir Cure 51 juste après. Donc ce sont des patients qui sont difficiles. Il faut absolument que la façon de nommer ces patients soit la même dans tous les états pour qu'on puisse faire communiquer la donnée et la compiler à l'échelle internationale. D'accord, tout à fait. Alors Alexandre, on avance progressivement. On a fait la collecte de la donnée. On l'a uniformisée. Maintenant, elle est questionnable, elle est prête à l'emploi. Alors, quels sont les projets qui vont pouvoir être déployés à partir de ces bases? Alors, en fait, les projets sont très divers et vont de la thèse d'un interne au CHU Toulouse à la recherche industrielle d'une entreprise pharmaceutique. En fait, les types de données que l'on va pouvoir mener, ça va être des questions cliniques que vont se poser des académiques. Par exemple, on a eu avec le CHU Toulouse se poser la question sur la comédication dans le traitement on sait que certains patients qui sont sous certains types de thérapie, on se pose des questions autour de leur traitement, quels sont les traitements qu'ils prennent en même temps que leur thérapie et donc comment cela se passe. Est-ce qu'on va mettre en évidence certains profils de patients? Est-ce qu'il y a certaines complications qui vont arriver plus? Est-ce que certains patients vont se dégrader plus vite? En fait, cette donnée qui est présente au sein des hôpitaux, mais de plusieurs sources de données, on va réussir à la récolter
récolter, plutôt que de la récolter manuellement, on va utiliser des solutions d'IA. On va permettre de construire des cohortes. On a travaillé avec une biotech franco-suisse sur la construction ils ont une cohorte internationale. On a travaillé sur un centre en France où en fait on a montré qu'on pouvait faire aussi bien que la collecte humaine, sauf que la collecte humaine met 4 à 7 heures. Nous on réussissait à l'automatiser. Ouais. Voilà, des éléments comme ça pour décrire soit répondre à des questions cliniques académiques, soit répondre à des questions industrielles. Combien de patients vont être concernés par telle maladie, combien j'ai de patients qui vont être mutés BRAF V600E qui va permettre l'accès à une thérapeutique particulière pour cette et où se situent ces patients. Donc c'est une difficulté. C'est des fois les industriels vont se poser la question de la faisabilité d'une étude et oui, mais combien cela va concerner, dans quel centre, et si je contractualise avec tel ou tel centre, est-ce que je vais avoir suffisamment de patients pour pouvoir montrer quelque chose? Voilà, on va répondre à ce genre de questions qui vont être assez larges. Tout à fait, oui, c'est très intéressant parce que comme vous le dites, donc vous répondez à des projets industriels qui ont un vrai impact mondial, mais en même temps vous pouvez aussi répondre à des questions de thèse, à des questions très précises de médecins. Est-ce que ça vous arrive de voir un médecin, un service, un hôpital venir vous voir en vous disant j'ai ma donnée, j'ai telle ou telle problématique, est-ce que vous pouvez m'aider à y voir plus clair avec cette information? Tout à fait. En fait, l'idée c'est vraiment de dire en fait on déploie une solution qui sert la recherche clinique et qui permet au passage de répondre à des questions industrielles, c'est-à-dire de se dire est-ce que on peut répondre à des choses qui sont très très précises. On a eu, comme je vous disais, la question de la communication dans les thérapies orales dans le cancer du poumon, dans la petite cellule. Ça, c'était un sujet de thèse où on accompagne un interne dessus. Et en même temps, on va avoir des questions qui vont être beaucoup plus orientées vers les industriels. Combien va représenter la population de côlon ou de cancer du poumon qui vont être mutés BRAF dans tel établissement, des choses comme ça. Tout à fait, d'accord. Alors Alexandre, maintenant pour parler de l'actualité de Gimli, donc son acquisition par Resilience, donc ce spécialiste de la télésurveillance en oncologie. Quel est l'intérêt pour une entreprise comme Resilience qui se situe plus dans la surveillance, donc en aval de la chaîne de soins, de travailler avec vous, qui êtes plutôt en amont, dans la collecte, dans toutes ces recherches? Qu'est-ce qui a fait cette collaboration? Alors, nous avons collaboré au début avec Resilience avec une conviction, c'était que la donnée que l'on collectait pouvait améliorer le soin, en fait, en qualifiant mieux les patients, en permettant de donner suffisamment de granularité pour notamment améliorer le système d'alerte et l'analyse en fait des données patients qui est récoltée par Resilience de façon très fine, très granulaire, parce que c'est de la donnée massive rapportée par le patient. Et donc, ce qui a été montré étant beaucoup plus sensible, les patients en fait rapportent 2 fois plus de symptômes que ce que nous n'arrivons à rapporter en tant que cliniciens. Et donc, en fait, ces données-là avaient besoin de granularité un peu supplémentaire pour pouvoir être mieux qualifier les patients, les cohortes, savoir comment se comporter telle population de patients. Est-ce que tel sous-type de tumeur était plus grave, survivait plus longtemps, répondait mieux au traitement. Voilà, répondre à ces questions-là, en fait, pour Resilience, c'était possible grâce aux données que l'on fournissait. Et après, avec en fait la technologie que l'on a développée, en fait, on a permis de développer un usage que on va mettre en production dans les prochains mois, qui est par exemple la collecte de données de biologie pour permettre biologie en ville, de biologie de ville, c'est ça, tout à fait, avec l'idée que le patient puisse prendre en photo sa donnée de biologie et en fait qu'on puisse l'analyser pour prévenir le clinicien. Et en fait cette donnée par exemple de biologie qu'on collecte qu'on va collecter pour le soin, qui c'est pas encore à jour. Mais cette donnée qu'on va collecter, en fait, ça va être également la même qui va être collectée pour la recherche clinique et industrielle, avec que ce soit les données de biochimie, les marqueurs tumoraux, et en fait qui vont pouvoir alimenter en fait un phénotypage comment s'appelle digital du patient. Tout à fait. D'accord, très bien. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, vous avez cette partie collecte des données, vous avez cette partie recherche académique en amont, même un petit peu en aval quand ça concerne des problématiques très précises à l'hôpital, et ce suivi des patients, donc qui est la troisième brique. Donc, vous couvrez un petit peu toute la chaîne de la donnée.
Oui, en fait, justement, c'est ça la beauté de la complémentarité avec Résilience, c'est qu'on va vraiment permettre d'affiner les projets de recherche. Donc, Résilience nous a pas attendu, avait déjà une grosse activité de recherche clinique, très très active. Et en fait, c'est juste qu'on va on va pouvoir répondre à des questions supplémentaires en collaborant ensemble. Et en fait, on va profiter aussi de l'expertise aussi bien sur la recherche clinique que sur la partie de dispositif médical, en fait, pour accélérer le déploiement et en fait pour servir la recherche au sens large, qu'elle soit académique ou industrielle. D'accord, ok, très bien. Alexandre, merci de vos éclairages. Donc c'est vrai qu'on a fait un premier tour avec vous plutôt complet, des données de santé en oncologie à 360. Je vous souhaite bien sûr beaucoup de réussite avec Résilience. Merci. Désormais, on aura bien sûr à cœur de suivre vos innovations dans le magazine pharmaceutique. Merci. Et ne quittez pas, en ligne, on se retrouve dans quelques minutes. Et nous sommes de retour. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre pour cette première édition du cycle IA et santé. Et cette première table ronde sur les impacts de l'intelligence artificielle dans la R&D en oncologie. Alors toujours en gardant cette ambition d'aborder la donnée à 360 degrés, nous allons d'abord compléter le cas d'usage que nous venons d'aborder, en expliquant notamment comment l'IA est déjà au service de l'oncologie, que ce soit dans la recherche et dans les pratiques médicales, avant de revenir sur cet écosystème qui se crée autour de la donnée, puis bien sûr les opportunités ouvertes par l'IA, mais aussi les freins et les défis à son déploiement en France. Alors, pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Amaury Martin. Bonjour Amaury. Bonjour. Alors, vous êtes directeur adjoint de l'Institut Curie et directeur de Carnot Curie Cancer. Vous représentez donc bien sûr les patients et les médecins dans cette table ronde, mais aussi la recherche à l'hôpital et son transfert, que ce soit à travers des partenariats ou la création de spin-off, dont l'Institut Curie est d'ailleurs un spécialiste. Vous avez combien de spin-off créés déjà ? 32. 32. Et il y en a en intelligence artificielle ? On a quelques-unes en cours de réflexion, ouais. D'accord, donc ça se creuse. À mes côtés aussi, Fabien Schmidlin. Bonjour Fabien. Bonsoir. Alors, vous êtes directeur de la médecine translationnelle au sein des laboratoires Servier, qui compte bien sûr l'oncologie parmi ses aires thérapeutiques stratégiques. Servier a d'ailleurs beaucoup investi et continue d'investir dans ce domaine. Alors, avant de débuter les discussions, une rapide question aussi, Fabien. Est-ce que vous pensez qu'il est possible aujourd'hui pour un laboratoire comme Servier de lancer un projet de recherche quelconque sans avoir au moins une composante d'intelligence artificielle ? Alors, peut-être juste rebondir sur les investissements Servier, comme vous le mentionniez. Effectivement, Servier a investi énormément en oncologie, en R&D, avec une acquisition en 2020 de Symphogène avec une plateforme d'anticorps, Agios Oncologie en 2021 avec des produits en oncologie, et bien sûr le centre de R&D à Saclay. Alors, pour répondre à la question, la réponse très courte, c'est non. Aujourd'hui, il est difficile d'imaginer de ne pas prendre en compte l'intelligence artificielle dans les projets, dans la maturation des projets. Et ça, aujourd'hui, on se pose la question de l'utilisation de l'intelligence artificielle tout au long de la chaîne de valeur de la R&D. Tout à fait. Que ce soit très tôt avec la découverte de nouvelles cibles thérapeutiques, dans l'optimisation des produits qui peuvent être chimiques ou biologiques, mais également dans la manière dont on conduit les études cliniques, par exemple, avec des bras synthétiques, des patients virtuels. Tout à fait. On va en reparler. Fabien. Pour finir mon tour de table, Nicolas Volico. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors vous êtes cofondateur et président de la start-up française Cure51, dont l'ambition est de percer les secrets des patients qui ont survécu à des cancers incurables. Alors c'est pas forcément la semaine de travail ordinaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quelles sont vos méthodes pour atteindre cette ambition ? Merci pour l'invitation. Déjà, les méthodes, c'est de travailler avec les hôpitaux qui ont soigné ces patients, puisque par définition, les patients qui survivent à des cancers très agressifs, de faible pronostic, ils sont très rares. On parle de 1 à 3% des patients. Donc les identifier, c'est déjà un travail très fastidieux et on le fait en collaboration avec une centaine d'hôpitaux dans le monde. Donc l'idée, c'est de les identifier. Une fois qu'on les a identifiés, c'est de rapatrier toutes leurs données. Donc tu parlais des données patients. Nous, on rapatrie toutes les données cliniques. Donc on va avoir toutes les lignes de traitement du patient, tout son parcours de soins, toute son imagerie et surtout, c'est ça qui est intéressant dans le projet, on rapatrie les tissus, donc on rapatrie les tumeurs qu'on va derrière séquencer, donc faire du profilage moléculaire pour extraire énormément de données, je pense qu'on va en reparler,
et pour essayer de comprendre pourquoi ces patients ont survécu alors que la majorité des patients décèdent. Voilà. D'accord. C'est ça l'objet du projet. D'accord. Nicolas, une petite question. Cure 51, pourquoi 51 ? C'est un hommage absolument explicite à Rosalind Franklin, qui a été la première scientifique à identifier en fait la structure de l'ADN. Et sa photo s'est appelée le cliché 51, parce qu'elle a fait beaucoup de tentatives, et c'est la 51e qui a été la bonne. Ça s'est passé le 2 mai 1952. D'accord. Et donc la société s'appelle 51, parce que c'est un hommage à Rosalind Franklin, et parce que par définition, le cancer est une maladie du génome. Donc c'est pour ça qu'on l'appelait comme ça. Très bien, c'est un bel hommage. Et j'aurai le plaisir après d'accueillir Marco Fiorini, qui va bientôt nous rejoindre, qui lui est directeur général du projet de filière Intelligence Artificielle et Cancer. Alors, pour commencer, dans le prolongement des cas d'usage donc, que nous a présenté Alexandre tout à l'heure, Amaury, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces exemples, de ces grands domaines où l'intelligence artificielle n'est plus un stade de recherche, mais est bien ancrée dans les pratiques, que ce soit à l'hôpital, dans la recherche ou auprès des patients? Alors, c'est pas exactement la même chose, justement, à l'hôpital et dans la recherche. Et c'est souvent le sujet, et d'ailleurs, c'est le fil rouge de ces tables rondes. Tout à fait. Aujourd'hui, à l'hôpital, il y a des secteurs où c'est bien implanté, c'est une réalité. Je peux le témoigner à l'Institut Curie. Sur la pathologie, aujourd'hui, tout est numérisé chez nous depuis 2 ans. Donc ça veut dire qu'en pratique, quand une lame elle est préparée, elle est mise sous un scanner de lame, et là, pendant la nuit, elle va être analysée par un outil d'intelligence artificielle. Et le matin, quand le pathologiste il arrive, globalement, un pré-tri va déjà lui être proposé. Ça, c'est clair, c'est inscrit dans le diagnostic et ça permet de faciliter la vie du médecin. De la même manière, tout ce qui va toucher à l'imagerie ou à la radiologie, il y a beaucoup de solutions aussi qui permettent d'accompagner ou d'appuyer le travail du médecin dans son travail. Ça ne le remplace pas, on va y venir dans nos discussions, mais ça, c'est au quotidien. Et puis, il y a des choses qui sont à la frontière entre la recherche, le soin. On a également des projets sur les cancers de sites primitifs inconnus, par exemple, où en réanalysant le génome, enfin l'exome pour être plus précis, avec des systèmes d'intelligence artificielle, on arrive à retrouver la tumeur primitive et donc de traiter le patient en connaissance de cause. Après, finalement, tout le reste, on est dans une sphère de recherche. Et là, le champ des possibles, il est très large aujourd'hui, mais c'est important de faire cette différence entre de ce qui est vraiment utilisé au quotidien et accepté et validé, sur lequel on peut faire un diagnostic, et puis ce qui est encore plus prospectif. Et là, il y en a un certain nombre de possibilités. Tout à fait, très bien. Alors Marco Fiorini vient de nous rejoindre. Bonjour Marco. Bonjour, mes excuses. Non, je vous en prie. Vous avez un agenda chargé, je sais bien. Donc, comme je disais, vous êtes directeur général du projet de filière Intelligence Artificielle et Cancer, qui est le fruit d'un partenariat entre plusieurs industriels de santé et des acteurs publics. Alors, il y a qui comme acteur public? Il y a l'INCa, le Health Data Hub et l'Agence d'innovation en santé. D'accord, très bien. Marco, je vais en profiter, comme vous êtes là, on va faire un petit focus avant de commencer cette table ronde sur cette filière, intelligence artificielle et santé. Filière qui a été créée il y a quelques années, il y a 2 ou 3 ans. Voilà. Alors, quelle était l'idée? Qu'est-ce qui a conduit à la naissance de cette filière? Alors, en fait, l'idée, c'était de poser des questions industrielles à l'écosystème France pour aller chercher des données françaises pour répondre à ces questions industrielles, sachant que ce qui est intéressant avec les questions industrielles, c'est qu'elles sont cycliques, elles sont récurrentes. Donc, quand on pose une question sur les accès précoces ou sur les parcours de santé ou sur la qualité de vie ou sur le diagnostic, c'est des questions qui sont affinées une première fois, puis ensuite elles se répètent. Et donc, ça permet d'aller de plus en plus vite, d'être de plus en plus fin sur les données, sur les résultats, etc. C'est ça qui est intéressant. On essaye de créer la valeur sur la durée en partant d'un besoin industriel, en fait. D'accord. D'accord. Le départ, effectivement, la question industrielle est toujours au centre de votre travail. Ouais. D'accord, très bien. Et alors, justement, ces industriels, il y en a 9. Il y en a 9 industriels. Qu'est-ce qu'ils en attendent, eux, de leur côté? Je crois qu'ils en attendent de montrer ce que la France peut faire à l'international. Parce que les investissements des big pharma et des grands du diagnostic comme Roche-Diag, c'est toujours un choix international. Comment est-ce qu'on arrive à montrer ce que la France peut faire? Comment est-ce qu'on arrive à montrer l'exceptionnalité de ce dont on dispose ici en France pour pouvoir attirer des investissements, attirer davantage de recherche post-mise sur le marché de médicaments, attirer de l'activité en fait. Et de l'intérêt pour ce que peut faire la France. Pour demain peut-être pouvoir essayer de voir ce que l'on peut faire à l'Europe, grandir à l'Europe sur un modèle
je crois, français. Tout à fait. D'accord. Donc, ils sont à vos côtés à chaque étape, que ce soit pour la sélection des projets, pour l'orientation, pour les lignes directrices. Vous les rédigez tous ensemble? Exactement, c'est tout à fait ça. En fait, ils posent une question. On voit cette question en conseil d'administration. Comment est-ce qu'on peut l'affiner? Pour répondre à cette question, on utilise de l'IA pour analyser des grosses masses de données. On utilise de l'IA pour extraire des données de documents qui sont d'usage courant dans les hôpitaux. Et bientôt, on va utiliser de l'IA pour produire de la donnée. D'accord. Identifier, paramétrer, etc. Donc, on partage les difficultés, les challenges, les rationnels, les réussites aussi de ce que l'on fait. D'accord. Et ces partenaires industriels, ils peuvent aussi intervenir à côté des entreprises, que ce soit en termes de mentoring ou peut-être en termes d'accompagnement, justement, pour l'accès aux technologies? Oui, absolument. 1 euro sur 2 de mon budget va à des gens comme Lifen, Sankar, Gimli, InSilico Nova, des gens qui font des preuves de concept, qui ont de l'IA et qui ont besoin de montrer ce qu'elles savent faire sur un vrai projet, montrer ce qu'elles savent faire collectivement, être parfois aidés par des big pharma. Un exemple très simple, les gens qui font du traitement automatique du langage pour extraire des données très 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 intéressantes de flux d'informations dans les hôpitaux. Ils sont souvent diffusés sur assez peu d'hôpitaux. Oui. Et quand on va chercher des problématiques comme les accès précoces, par exemple, c'est d'un coup 30, 50, 60 centres qu'il nous faut adresser. Donc on utilise les équipes des industries pharma pour diffuser des solutions d'innovateurs français. D'accord, très bien. À la fin, tout le monde est gagnant. Oui, c'est ça, c'est l'ambition. Aujourd'hui, en termes de projets, vous en avez une dizaine? On en a sélectionné 10. D'accord, 10. Et alors, quels sont les types de projets qui entrent dans ce portefeuille? Alors, il y a 4 types de projets. Le plus ancien, c'est autour des accès précoces. Les accès précoces, c'est les premières données qui arrivent dans le monde après la recherche clinique pour des molécules. Et du coup, c'est super intéressant. Ouais. Pour la première fois, au-delà du super paramétrage d'une recherche clinique, vous voyez une molécule tourner en vraie vie. Comment est-ce que les gens l'adoptent? Comment est-ce que les gens l'utilisent? Ces données qui sont extrêmement puissantes. Aujourd'hui, on a un retour des hôpitaux qui utilisent des AP autour de 30% des données qu'on attend. Donc, il y a 70% de données qui nous manquent. Donc ça, c'est une série de projets. Comment est-ce qu'on arrive à améliorer ce taux de 30%? Parce que plus de données, ça veut dire plus de valeur pour les hôpitaux, plus de valeur pour les patients, plus de capacité à échanger avec la haute autorité de santé sur la valeur des accès précoces. La seconde famille, c'est les parcours de santé. Parcours de santé, c'est, au fond, est-ce qu'on arrive à comprendre comment se passent les parcours de santé des patients dans leur diversité? Est-ce qu'il y a des ruptures dans ces parcours? À quoi ces ruptures sont dues? Est-ce qu'on peut objectiver l'importance de ces ruptures à travers des données et des méthodes d'analyse un peu importantes pour focaliser l'innovation sur ces ruptures? Ça, c'est la seconde famille. La troisième famille, c'est atypique, c'est des projets autour du diagnostic. Comment est-ce qu'on peut utiliser l'IA pour pouvoir optimiser une file d'attente, par exemple, dans le cancer du côlon? Comment est-ce que l'on peut utiliser une solution d'IA qui donne un score de risque dans le cancer du côlon? Comment est-ce que ça va être accepté? 70% des gens ne vont pas faire leur diagnostic, dépistage du cancer du côlon. Si dans les 70% de gens qui ne vont pas, les gens ont un score de risque qui dit attention, là, c'est vraiment important d'y aller. Si on arrive à donner ce score de risque à travers un hémogramme, donc une prise de sang, en fait, c'est des choses qui peuvent transformer la pratique. Comment est-ce que les gens sont prêts à accepter ce genre de choses? C'est la troisième famille de projets, Diag. Puis la dernière, c'est la qualité de vie des patients. Comment est-ce qu'on arrive à mieux mesurer, de manière plus holistique, la qualité de vie des patients alors qu'ils sont traités en soins courants, en fait. Voilà, ça, c'est les 4 grandes familles. Et là, il y en a une 5e qui arrive, qui est encore un peu expérimentale, qui est comment est-ce que l'on peut utiliser sur des populations très, 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 très rares, comment est-ce qu'on peut utiliser des modèles d'IA pour avoir des bras de contrôle qui soient hybrides, c'est-à-dire avec une partie de vrais patients et une partie de data. Ça, c'est les 5 familles. Donc, on arrive à... Tout à fait. Marco, vous avez notamment parlé de ce projet que je sais qui vous tient à cœur sur l'identification des patients qui ont besoin de faire un diagnostic en termes de prévention. Alors, comment ça se passe? Vous pouvez nous en dire plus? Est-ce que c'est un projet aujourd'hui qui est déployé sur le terrain? Est-ce qu'il est en cours d'évaluation? On en est où? Alors, exactement. Il est en train d'être déployé. Et donc, on va tester dans les labos de ville comment cette solution d'IA est acceptée, perçue par les patients, par les praticiens. Comment est-ce que ça va transformer la façon de faire? Comment est-ce que ce qu'on appelle la garantie d'IA va nous permettre de changer les choses? La garantie d'IA, ça a été inscrit dans la loi de bioéthique, c'est la capacité à tester sur échantillonnage
les résultats que l'IA propose devant un collège d'experts. D'accord. Et donc, on a une supervision, Ouais. c'est ça, une supervision humaine de ce que produit l'IA, qu'on appelle la garantie humaine de l'IA, qui découle de cette loi, de cet AI Act européen, qui vient aussi de la loi bioéthique, qu'on va voir sur le terrain en vrai avec cette solution. D'accord. Ça, c'est aussi déployé. Et puis, on a des techniques intéressantes d'IA qui vont chercher sur un échantillon du SNDS, du Système national de données de santé, comment est-ce que l'on peut estimer notre impact économique demain si on arrive à déployer ça. Oui, ça, c'est un projet qui est très atypique parce que tout le reste, c'est les pharma. Ça, c'est un projet de Roche-Diag qui est le leader mondial en diagnostic. Et je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup à faire sur les meilleures corrélations diagnostiques médicaments pour l'optimisation en fait, des parcours. Donc, là, on en est vraiment en balbutiement et je ne voudrais pas aussi cacher vraiment notre humilité. Franchement, sur tous les secteurs qu'on a cités là, on en est au démarrage. Voyez, bien sûr. Mais c'est vraiment bien, je trouve, de tester l'innovation avec des vrais projets, de voir ce qui avance pas, d'essayer d'adresser ensemble les challenges pour que la France demain soit puissante. Je crois que vraiment, il ne faut pas qu'on se trompe. C'est une guerre mondiale, un challenge, une compétition mondiale, celle de l'IA. Donc il faut vraiment fédérer les acteurs pour être bons ensemble. Tout à fait. Vous accompagnez les startups, vous accompagnez les porteurs de projets, mais aussi en tant que filière, en tant que projet de filière, vous apprenez aussi, tous les jours, vous avancez tous ensemble. Les secteurs, les expertises sont tellement diverses, les cultures sont tellement diverses, ça avance tellement vite, comme stratégie thérapeutique, comme outil d'IA. Il y a un enjeu clé qu'on a tous, c'est l'acceptation de ces outils. Donc on apprend énormément, énormément. Et là, je sors d'un conseil d'administration et j'ai appris 3/4 du temps. D'accord. Très bien. Pour revenir à notre table ronde, Nicolas, j'imagine que certains des projets, des défis qui ont été évoqués par Marco, vous parlent ? Oui, bien sûr, mais je voulais juste revenir sur, j'allais dire, le haut du funnel. L'IA, c'est pour moi un moteur, il faut le nourrir. Et donc, il faut qu'il ingère de la donnée. Et je pense qu'avant de fantasmer sur l'IA, ses capacités à améliorer le diagnostic et la productivité des professionnels, où je vous rejoins totalement, je pense que le vrai problème, en tout cas la course, si j'ose dire, et la compétition mondiale, elle est d'abord sur l'accès à la donnée, de la donnée de qualité, de la donnée normée, de la donnée exclusive, qui soit pas juste de la base de données publique. Et nous, c'est ça qui nous a animés quand on a monté cette boîte avec mon associé Simon Istolainen, c'est de se dire, on va faire en sorte d'avoir accès à de la donnée exclusive, puisque la donnée de ces survivants exceptionnels, elle est exclusive. Et c'est comme ça qu'on va nourrir les modèles. Et je trouve que on a parfois tendance à oublier cette partie importante du puzzle, qui est que si votre IA, vous l'entraînez pas avec de la donnée de qualité qui soit normée, structurée et à forte valeur ajoutée, en fait, ce que ça va vous restituer, ça va être assez pauvre. Et donc, moi, j'insiste toujours sur, avant de parler d'IA, de quelles données on parle, comment on nourrit les modèles et quel est le niveau d'intégrité de la donnée. Et enfin, nous, on est convaincus que c'est d'abord ça le premier étage de la fusée et que ça sert à rien d'aller au-delà si déjà vous n'avez pas solidifié ce socle. Ouais, je veux vraiment insister là-dessus. Mais mes petits camarades vont peut-être me contredire, mais pour moi, c'est hyper important. Amaury, je voulais vous demander, c'est une question que j'ai déjà posée à Alexandre tout à l'heure. Qu'est-ce qui fait, selon vous, que l'IA, la donnée, comme on le voit, répondent si bien aujourd'hui aux problématiques en oncologie? On peut presque dire que l'oncologie, avec la radiothérapie d'ailleurs, avec la radiothérapie, oui, est l'un des domaines principaux de l'IA et de la donnée. Alors qu'est-ce qui fait qu'on en est là? Je pourrais réagir sur la donnée après, mais je pense on oublie aussi, le deuxième sujet un peu qu'on oublie souvent, c'est le contexte dans lequel on vit aujourd'hui, c'est-à-dire un contexte de vieillissement de la population. Là, on parle de cancer, donc de plus de cancer, de difficultés de nos hôpitaux. Et donc finalement, l'arrivée de l'IA, c'est surtout, en fait, sous ce mot valise, c'est surtout l'arrivée de nouvelles technologies à l'hôpital qui sont pas forcément là pour donner plus de temps aux patients, mais tout simplement rendre possible le soin des patients. Ouais. Et c'est pour ça que finalement, l'intégration de ces technologies à l'hôpital, elle n'est pas aussi compliquée que tout le monde l'imagine. Il y a des points de complexité, mais c'est d'abord et avant tout une solution, voire même un espoir qu'on va pouvoir donner aux professionnels, tout simplement parce que on va juste rendre possible leur travail. Je parlais de la pathologie, c'est pas un hasard que la pathologie, ça a été l'endroit où ça s'est diffusé le plus vite, ou la radiologie. C'est que c'est deux secteurs qui sont en très grande difficulté pour recruter des professionnels, en particulier dans le monde dans le monde hospitalier. Et donc l'arrivée de ces outils, c'est simplement de rendre possible le diagnostic qui lui n'attend pas. Tous les jours il y a des patients et il y en a de plus en plus, en tout cas dans nos pays développés. Maintenant, pour appuyer ce qui vient d'être dit, je peux pas le dire différemment.
une fois qu'on a dit ça c'est pour ce qui arrive, mais derrière, pour que ces outils fonctionnent, il faut de la donnée de qualité, et que la donnée, elle est compliquée à acquérir. Aujourd'hui, on parle beaucoup du génome, mais en réalité, il y a un niveau de complexité qui va bien au-delà de ça, puisqu'à génome équivalent, la manière dont il s'exprime et la manière dont il s'exprime dans le temps est très différente. Elle va en plus énormément évoluer au cours d'un traitement. Ouais. On l'a tous vu pendant le Covid. On met une pression de sélection à un moment donné, on a des variants. C'est la même chose en cancérologie. On va traiter et puis malheureusement on va avoir une sous-population tumorale qui à un moment donné va prendre le dessus. Donc c'est extrêmement dynamique. Et donc cette compréhension fine de la donnée, de ces mécanismes, de la cellule, de ces mécanismes et donc des données qu'il va avoir derrière, c'est évident que c'est la clé de ces outils. Après, avec une question qui reste ouverte quand même, c'est que on est dans quelque chose qui est fondamentalement darwinien, la biologie. C'est pas du 1, c'est pas du 0, on arrive mal à prédire les évolutions. Ouais. Et donc, tous ces outils qui aiment bien être nourris par des choses très figées, très répétitives d'une certaine manière, serons-nous en capacité de vraiment les utiliser pour ce type de questions-là ? Je ne sais pas. Il y a beaucoup de sociétés qui travaillent sur ces questions. En tout cas, c'est certain, pour revenir à ce que vous disiez avant, qu'il y a plein d'autres applications où ça peut être très, 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 très utile pour accélérer le développement des produits, etc. D'accord. Avant de parler de l'intelligence artificielle plus dans la recherche, on va le faire avec vous, Fabien. Une question. Vous avez dit que l'intégration de l'IA n'est pas très compliquée au niveau des équipes. Ça veut dire que les médecins dans les hôpitaux, l'Institut Curie, ils ont une adoption assez simple de ces outils, ou alors est-ce qu'il faut des formations? Est-ce qu'il y a quand même tout un travail peut-être de sensibilisation à faire, que ce soit au niveau des médecins et peut-être des patients également? Encore une fois, quand on compare aux difficultés de ce que vit un hôpital aujourd'hui, je vous assure que ça n'a rien à voir, la difficulté d'intégration par rapport au quotidien, déjà de la vie d'un médecin qui traite des cancers toute la journée et des difficultés du système hospitalier. Mais au-delà de ça, bien sûr que c'est une conduite du changement. En fait, elle n'est pas différente d'une autre conduite du changement. C'est un nouvel outil, il faut l'adapter. Là où ça pose quelques questions, c'est que ça demande quand même de comprendre les outils, donc de former les gens. Mais encore, il y a beaucoup de conduites du changement qui sont comme ça. Là où je poserai la difficulté, c'est que ça ouvre des nouveaux champs sur nos capacités de stockage, nos capacités de calcul, des problématiques réglementaires qui sont pas forcément... un hôpital ou un centre de recherche a pas forcément ça au cœur de sa stratégie à l'origine, et ça nous oblige à nous structurer sur ces questions-là. Je dirais que c'est surtout là où le changement il est, et donc ça va avec des questions financières. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut faire des choix d'investissement sur ces questions-là au détriment d'autres sujets, et donc c'est là où on va avoir des difficultés. Mais pour les personnes, j'ai pas entendu beaucoup de gens qui avaient le sentiment d'être remplacés par l'outil, comme tout à fait, des fois. Oui, c'est vrai que c'est des interrogations qu'on entend, et c'est important d'avoir votre avis de terrain. On entend aussi beaucoup de patients, d'associations, peut-être moins d'ailleurs aujourd'hui, qui s'inquiètent sur l'usage des données patients. C'est des questions que vous entendez à l'Institut Curie. Est-ce qu'il y a des patients qui s'interrogent, qui veulent plus d'informations sur ce qu'on va faire de leurs données? Oui, il y a une prise de conscience sur ces questions-là. Il y a des questionnements, mais on a très peu de patients qui refusent ce que leurs données soient utilisées, puisqu'on leur explique qu'elles servent aussi d'abord avant tout à la recherche. Ce qu'on perçoit, c'est plutôt le mouvement inverse. D'accord. C'est que des patients se saisissent de ces questions-là, ont compris que c'était la clé de la recherche. Et je peux témoigner une expérience du vécu avec des associations de patients, de maladies rares pour le coup, qui n'étaient pas en cancérologie, qui disent très clairement, on a essayé de contacter des familles par Facebook de gens qui avaient des enfants malades de la même maladie. On s'est rendu compte que c'était pas si simple que ça. On a compris les problématiques que vous nous expliquiez, et en fait, on a envie que ces données circulent. On a envie qu'elles soient accessibles. Ça rejoint exactement ce que vous faites. Donc, il y a une prise de conscience sur ces questions-là, mais à force d'entendre tous les jours que, alors, les GAFAM, ça reste un peu le mot valise, seraient des sociétés qui utilisent de la donnée à mauvais escient, je dis bien serait, forcément ça peut engendrer une forme de peur, donc charge à nous d'expliquer ce qu'on fait, d'être très transparent. Mais ça reste un cheval de bataille pour nous. Aujourd'hui, dans la direction des données de l'Institut Curie, 20 personnes quand même qui font que ça. 20 personnes, d'accord. On est la plus grosse direction des données d'un centre de lutte contre le cancer. Je dirais presque qu'un tiers du temps est consacré à vérifier si nous avons bien les consentements des patients. D'accord.
C'est pareil chez nous, on rejoint complètement. Voilà, et très franchement, si je vais aller jusqu'au bout du sujet, je pense que là, c'est trop. Oui. C'est-à-dire que dans un système où finalement le soin est payé par la sécurité sociale, on devrait être dans un système où a priori les données peuvent être utilisées pour la recherche, on pourrait s'y opposer volontairement, mais aujourd'hui de devoir systématiquement demander le consentement, c'est pas un consentement qu'on demande, hein. C'est des successions de consentements. Je demande mon consentement pour telle analyse, pour entrer dans tel essai clinique. Je compte des fois des consentements, juste un droit à l'image, s'il y a des reportages photos dans l'hôpital, un consentement pour une autre analyse et un autre projet, etc., etc., etc. Avec des changements de réglementation avant le RGPD, c'est pas les mêmes règles qui s'appliquent. Donc, typiquement, par exemple, on peut être amené à demander à des parents d'un enfant décédé, est-ce qu'ils consentent à ce qu'on réutilise la donnée? Vous imaginez les questions que ça pose, ça c'est la loi. Donc aujourd'hui, on a des difficultés plus sur ce sujet-là et on a quand même des associations de patients qui ont compris que c'était un enjeu et qu'il fallait probablement qu'il y ait des réflexions qui soient portées sur ces questions-là. Et je sais que c'est des sujets que la FIAC aussi prend en charge. Tout à fait. On va en reparler justement de tous ces défis dans un second temps. Fabien, pour un laboratoire comme Servier, alors comment vous accédez à la donnée? Et est-ce que vous reconnaissez un petit peu tout ce que vous avez entendu sur cet impératif de qualité? C'est des problématiques aussi qui vous concernent? Tout à fait. Alors, je pense qu'on est tous alignés sur le besoin de données de qualité, bien sûr. Je pense que c'est un moteur, le AI ou l'intelligence artificielle qu'il faut nourrir avec de la donnée. Sans données, on ne va pas pouvoir faire de l'intelligence artificielle. Maintenant, l'accès à la donnée, pour une industrie pharma comme Servier, on a bien sûr l'accès des données publiques, comme tout le monde, qui sont énormes. De plus en plus, on a de données qui sont accessibles à l'extérieur. Là, il y a une petite alerte sur la qualité, bien sûr, parce que également, on va comparer différents jeux de données qui ont été générés d'une manière différente, et donc il va falloir homogénéiser, normaliser ces données-là pour pouvoir les utiliser et les comparer. Ça, c'est certainement le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est les collaborations, c'est les partnerships qu'on peut avoir avec les hôpitaux, puisque nos patients sont quand même localisés dans les hôpitaux, et c'est là où la donnée est générée, ou en tout cas, il y a l'accès aux tumeurs, etc. Donc, on travaille de manière très, très proche avec les hôpitaux, parisiens, français, européens et à l'international. Il y a un troisième niveau qui est les données qu'on peut générer, nous, en interne, durant nos études cliniques. Alors, en quantité, c'est ridicule par rapport à toutes les données qui peuvent exister via des partenariats, des collaborations ou ce qui est dans le domaine public. Par contre, au niveau de la qualité et de l'impact stratégique, c'est énorme, puisqu'on va avoir des données par rapport à des patients qui sont traités avec notre produit ou nos produits. Et donc, on peut arriver à identifier les patients qui vont échapper au traitement, qui ne répondent pas au traitement dès le début, et surtout de réinjecter toutes ces données-là pour arriver à en trouver des nouvelles cibles thérapeutiques qui pourraient répondre aux besoins du patient au moment de l'échappement au traitement, ou une combinaison qui fait du sens pour justement arriver à ce que les patients n'échappent pas, ou beaucoup plus tard. Donc ça permet également de revenir en arrière en recherche pour développer des nouvelles molécules. Donc je pense que c'est les trois niveaux que l'on a, alors avec des différences sur la qualité et la quantité. Je pense qu'il nous faut les deux, il nous faut la quantité et la qualité. Je pense que de plus en plus, on va devoir avancer sur des outils qui nous permettent de normaliser ces données, parce que je pense que c'est important si on veut les mettre ensemble, puisque c'est la quantité, la masse qui va faire la qualité également des modèles d'IA. Mais pour ça, il faut arriver à ne pas mélanger des choses qui ne se parlent pas. D'accord. Voilà. D'accord, tout à fait. Fabien, vous avez parlé dans un premier temps de ces données publiques. On pense notamment au SNDS qui s'est ouvert il y a pas si longtemps que ça, même si ça fait quelques années maintenant. À l'époque, on a beaucoup parlé d'une mine d'or. On a beaucoup mis en avant la richesse de la France d'avoir cette base de données. Est-ce qu'elle a aujourd'hui... Est-ce que cette richesse est traduite aujourd'hui dans la recherche clinique ou vous aviez un petit doute peut-être sur la qualité de ces données? Alors, j'ai pas personnellement regardé dans ces données-là, mais effectivement, il y a toujours un doute, surtout quand on commence à combiner les différentes bases de données. Donc, c'est très important dès le début de savoir ce qu'on va utiliser pour créer le modèle
Je pense qu'il est important également d'avoir des jeux de données qui viennent et qui proviennent d'origines différentes. Ouais. Parce qu'il peut y avoir des biais par rapport à des données qui viennent que d'un seul centre clinique, par exemple, ou d'une technologie, par exemple, même si on veut homogénéiser ces données-là. Donc, il est important de créer un modèle d'intelligence artificielle avec un jeu de données qui peut être diversifié, mais de le valider avec d'autres données qui viennent d'une autre origine et d'une autre source. D'accord. Donc, c'est très important d'avoir ces différents jeux de données avec des qualités qui, effectivement, peuvent être différentes. D'accord. Nicolas, vous vous appuyez sur ces données publiques? Complètement. Alors, j'allais dire que nous, on le vit au quotidien, puisqu'on a des données qui proviennent de 42 pays. Vous imaginez bien que quand vous avez des données patients que vous récupérez d'un centre prestigieux nord-américain ou ouest-européen, et que d'un autre côté, vous récupérez des données de Bolivie ou du Kenya, elles n'ont pas forcément le même niveau de maturité, elles ne sont pas stratifiées de la même façon, elles ne sont pas organisées pareil. Donc nous, notre premier boulot, c'est de les consolider dans un ensemble en effet homogène. Voilà. C'est pour ça qu'on dit qu'on est une tech bio, pas une biotech, comme on aurait pu le dire il y a quelques années. C'est que on met la technologie au service justement de la structuration de la donnée. On construit une plateforme qui permet d'ingérer de la donnée de nature différente et de la restituer de façon homogène. Et c'est en effet le premier pilier, parce que si on n'a pas cette homogénéité de la donnée, on ne peut rien construire derrière. D'accord. Complètement d'accord. Et la deuxième chose, c'est en effet éviter les biais. Donc, il y a des biais cognitifs, il y a des biais technologiques, ce qu'on appelle des batch effects. Et on fait tout pour pouvoir, là aussi, lisser la donnée de la façon la plus fluide possible. C'est deux prérequis qui sont absolument indispensables, sinon tous les résultats ultérieurs sont biaisés. D'accord. Nicolas Amaury a parlé tout à l'heure de la difficulté d'accéder aux données, de tout le RGPD, voilà, tout ce qu'il peut y avoir en France comme frein, plus ou moins, voilà, qui font partie de cet écosystème. J'imagine qu'à l'échelle du monde, c'est encore un défi au-dessus. Je ne sais pas si c'est plus compliqué, parce que la France, pour le coup, a quand même une couche de protection du patient et de compliance qui est quand même assez élevée, mais on apprend tous les jours. Hein. Moi, je découvre les subtilités du système juridique pakistanais ou brésilien. Donc, tu parlais de 20 personnes. Nous, on a une partie non négligeable de la boîte au juridique et à la compliance. Mais nous, on le vit comme une stimulation. C'est-à-dire que moi, je considère que les principes éthiques, ils doivent toujours servir de préalable à tout. Donc, et j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit sur le patient. Nous, on n'infantilise jamais le patient et on s'évertue à toujours être très pédagogue. C'est-à-dire qu'on explique et on répète, comme toi. On répète ce qu'on fait de façon hyper transparente. On est en train de monter un comité patient parce que pour nous, c'est hyper important de les associer aussi à la démarche scientifique, de prendre leur input, et on essaie de le faire sur un terrain de jeu mondial, donc d'avoir des patients du monde entier. Et c'est un effort continu, en fait. C'est un effort initial et c'est un effort continu, puisque tu vas générer de la donnée nouvelle à chaque fois. Le patient, il a toujours un droit de rétractation, donc il faut l'anticiper aussi, il faut le prévenir, il faut le gérer. Donc c'est un boulot quotidien, mais ça va de pair avec la recherche pour moi. C'est-à-dire que la pire des choses, c'est qu'il y ait plus de convergence entre les principes éthiques et les principes scientifiques. D'accord. Et à partir de ce moment-là, quand ça diverge, pour moi, c'est red flag. Il faut vraiment faire très attention. Donc c'est astreignant. Je te rejoins complètement. Nous, on le vit, comme disait Gide, l'art vit de contraintes et meurt de liberté. On le vit comme une stimulation. Ça nous force à être créatifs parce qu'on est dans un cadre très contraint. Quand tu es dans un cadre contraint, tu es obligé d'être créatif. D'accord. Mais c'est compliqué. Une fois qu'on a maîtrisé l'écosystème français, quand même, on est un cran au-dessus, on peut aborder le monde un peu plus. J'ai découvert des subtilités en Amérique latine qu'on n'imaginait pas. Mais oui, la France est un très beau terrain de jeu pour faire une MVP pour lancer des projets. Tout à fait. D'accord. Et justement, d'avoir cette vision du monde, ça vous permet aussi de communiquer sur les best practices que vous avez pu identifier dans certains établissements où vraiment vous étiez, la donnée était très bien présentée, était prête. Absolument. Et là aussi, on a eu, j'avais plein d'a priori qui se sont parfois démentis. Il y a des centres africains, je pense notamment à des centres d'Afrique de l'Est, Mozambique, Kenya, Éthiopie, qui ont un niveau de maturité extraordinaire, avec des personnels hyper impliqués. Nous, c'est d'abord une relation humaine. On travaille d'abord avec ce qu'on appelle un PI, donc un correspondant scientifique, et puis un attaché de recherche clinique. Et en fait, ça dépend beaucoup de leur niveau d'implication et de la qualité avec laquelle ils vont rentrer la donnée, au-delà des outils. Et il n'y a pas de corrélation directe entre le niveau de développement d'un pays et la maturité de la donnée qu'on reçoit. C'est pas vrai. Il y a certains centres français où on reçoit la donnée de façon pas toujours très structurée. Voilà. Mais ça dépend beaucoup en fait du niveau d'engagement du centre. Là aussi, je te rejoins complètement. Notre capacité à expliquer la démarche scientifique au centre et donc à établir tout de suite un niveau d'engagement important avec leurs autorités scientifiques conditionne quand même beaucoup la qualité de la donnée et la vélocité avec laquelle on l'obtient. Voilà, parce que le deuxième écueil, c'est la lenteur des procédures, l'inertie des hôpitaux. On n'est pas la seule étude clinique qui traite, évidemment. On est un projet parmi d'autres. Et donc, plus on arrive à avoir un niveau d'engagement élevé, plus on va récupérer de la donnée de façon rapide et qualitative. Voilà. Mais c'est aussi à nous de faire les efforts pour ça. Tout à fait. Voilà. D'accord.
Fabien, je reviens vers vous sur ces questions de recherche. Alors maintenant qu'on a la donnée, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment cette donnée et des outils d'intelligence artificielle qui vont être créés vont permettre de transformer la recherche clinique? Alors on a souvent l'idée de se dire que voilà, le prochain médicament, notamment en oncologie, sera inventé par l'IA, sera presque même testé par l'IA in silico. Et pourquoi pas évalué aussi par l'IA, enfin qui intervient à toutes les chaînes de la valeur. C'est le cas aujourd'hui? Alors, on n'y est pas encore sur toute la chaîne de valeur, mais je pense que l'industrie pharma a une difficulté. On a un temps aujourd'hui pour développer nos médicaments qui est beaucoup trop long. Ouais. C'est pas spécifique à Servier, c'est une analyse globale. On met entre 10 et 15 ans pour arriver à mettre un médicament sur le marché, ce qui est beaucoup trop long pour nos patients. Mais également un succès qui est trop faible. Aujourd'hui, plus de 95% des projets qui démarrent vont s'arrêter et ne jamais arriver sur le marché. Donc on a un vrai problème fondamental dans l'industrie pharma où il va falloir changer, diminuer ces temps pour arriver sur le marché et augmenter nos succès. L'intelligence artificielle va faire partie, je le crois, j'en suis persuadé, de ces changements, avec une accélération du temps de développement et en l'utilisant sur toute la chaîne de valeur de la R&D, finalement. On peut, comme je mentionnais, l'utiliser très tôt, très précocement dans l'identification de cibles, dans le développement, l'amélioration de la chimie de nos produits ou de nos biologiques, mais également, et ça a été mentionné, sur nos études cliniques. Ouais. Aujourd'hui, on nous demande encore, et là il y a un parallèle à faire avec tout le réglementaire, à avoir des études randomisées avec un bras qui peut être soit le standard of care, en tout cas le traitement qui est normalement utilisé, voire un placebo dans certains cas, parce qu'il n'y a aucun autre traitement. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, ce que tout le monde a envie, c'est d'avoir les données de vie réelle qui finalement sont assez nombreuses, ces données qui nous permettent de s'affranchir, d'avoir des patients qui sont soit sous placebo, dans certains cas, ou sur un traitement qui, aujourd'hui, on connaît l'impact du traitement. Donc voilà, il y a un changement sur toute la chaîne de valeur de la R&D pour augmenter nos chances de succès, mais également pour réduire le temps pour arriver sur le marché. Après, est-ce que tout l'écosystème autour, les agences, que ce soit aux US, que ce soit en France, en Europe, est-ce qu'elles sont prêtes? Voilà, c'est un peu la question qui reste ouverte. D'accord. Vous avez apporté, Fabien, une réponse intéressante sur cette question de l'éthique et l'intelligence artificielle, dont on entend souvent parler, où effectivement certains peuvent avoir des doutes sur cette éthique de l'IA, sur la façon dont on peut la laisser prendre des décisions à nos places. Mais c'est intéressant cet exemple de dire que non, au contraire, on peut s'en servir pour justement éviter que des patients soient sous placebo et ne reçoivent pas de traitement. Donc évaluer vraiment le médicament en évitant d'avoir... voilà, donc là, on est vraiment sur un exemple d'une intelligence artificielle qui va renforcer l'éthique, qui pourrait renforcer l'éthique des essais cliniques. Tout à fait. Et on se retrouve, surtout dans les études, je dirais, où il n'y a aucun traitement, alors en onco, mais également dans certaines maladies rares, pédiatriques par exemple, où on nous demande aujourd'hui de faire un bras contrôle placebo, ce qui est juste pas aligné avec l'éthique même de notre travail, c'est-à-dire d'amener un médicament au patient. Tout à fait. D'accord. Et chez Servier, est-ce que vous avez donné la priorité à certaines étapes de cette intelligence artificielle? Est-ce qu'il y a certains points sur lesquels vous insistez aujourd'hui? Alors, il y a certainement des parties dans ce processus de recherche et de développement de molécules où l'intelligence artificielle est certainement a déjà fait sa preuve. Ouais. Donc aujourd'hui, encore une fois, on évalue sur tous les projets où est-ce qu'on peut appliquer de l'intelligence artificielle pour accélérer. Alors, il y a des cas comme l'identification de nouvelles cibles sur lesquelles on travaille énormément, avec aujourd'hui des modèles qui sont des modèles mathématiques de maladies qui font ce qu'on appelle des jumeaux numériques et qui décrivent la maladie, mais pas comme une seule maladie, mais segments de patients qui font partie de cette maladie. On a eu l'habitude pendant des années de combiner toutes les données
par exemple dans un cancer comme le pancréas, en les mettant ensemble et en définissant la maladie par une signature. Aujourd'hui, on sait que c'est pas qu'une seule maladie. Ouais. Aujourd'hui, on sait que c'est des segments de patients qui vont avoir des choses en commun. Et l'importance des jumeaux numériques, c'est justement d'identifier ces 10%, ces 20% qui ont des caractéristiques communes et qui nous permettent de générer un modèle de maladie ou de sous-maladie, je dirais, et qui nous permet également de trouver des nouvelles cibles thérapeutiques qui, dès le début, sont adaptées à une sous-population de patients. D'accord, très bien. Alors, une fois qu'on a vu cette donnée, la collecte de la donnée, son uniformisation, une nouvelle fois également ces applications, on va parler maintenant de la création de l'écosystème et de la façon dont il est quasiment impossible toute une société d'avancer toute seule sur des sujets aussi complexes. Marco, je reviens vers vous. Est-ce qu'il est indispensable aujourd'hui, que ce soit pour un grand laboratoire, une start-up ou des chercheurs, est-ce qu'il est indispensable d'avancer sur des collaborations sur l'intelligence artificielle? Est-ce que malgré tout, certaines équipes peuvent faire les choses toutes seules? Alors, je pense que la réponse est aussi dans la question et vous avez raison. Aujourd'hui, la complexité, les cultures sont tellement diverses. La complexité du vivant, j'ai bien aimé ton expression Darwin, c'est tellement complexe aujourd'hui qu'il est nécessaire d'avancer. Et je dirais d'avancer avec une petite lanterne chacun, en fait. Oui. Même avec l'IA, en fait. Imaginez qu'on est dans une énorme caverne, qu'il y a 4 ou 5 personnes à la culture différente qui avancent avec une petite lanterne. Parce que les mécaniques biologiques du cancer, on en comprend certaines, mais en fait très très peu. Ouais. Et donc en fait, l'IA peut pas, s'il n'y a pas de compréhension, il n'y a pas de matière. S'il n'y a pas de matière, il n'y a pas beaucoup de données. S'il n'y a pas beaucoup de données, vous n'avez pas beaucoup d'IA. Donc en fait, il y a des coins de la caverne qui sont totalement obscurs et qui, tant qu'ils restent obscurs, vont pas permettre des trucs ultra efficaces. Donc il faut progressivement prendre notre bâton de pèlerin, au bout du bâton de pèlerin mettre une petite lampe et y aller peu à peu parce qu'il n'y a pas d'autre façon de faire. Il faut pouvoir avancer. Mais il est certain que vous évoquiez la recherche de cibles. Moi, il y a un prix Nobel cette année sur ça. Sur le fait que AlphaFold a permis de prédire avec une certaine pertinence le repliement des protéines. Donc c'est un premier pas, si vous voulez, vers la compréhension. Après, les interactions protéine-protéine, j'ai des collègues qui sont plus éminents que moi sur ça. C'est une telle complexité que c'est vraiment step by step, et je pense qu'il faut y aller avec humilité, clarté, volontarisme, ouverture, et surtout, moi je défends beaucoup la France, quoi. Je crois vraiment que c'est un challenge mondial. Donc il faut qu'on soit tous fédérés pour pouvoir avancer et pour pouvoir être honnête quand ça marche pas, être pragmatique quand ça marche pas, et aussi relever les choses qui fonctionnent, parce qu'il y a des choses qui sont extrêmement intéressantes. Donc voilà, beaucoup de pragmatisme, beaucoup de sincérité, beaucoup de lucidité. On a 80% du chemin à faire encore, mais malgré tout, on peut le faire plus vite, parce que l'IA est un moteur pour aller plus vite. Encore faut-il savoir où on dirige ce moteur, mais je pense que ça peut avancer. Et la France est très 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 bonne pour pas mal de choses. Je pense aux instituts 3IA, je pense aux écoles de mathématiques, je pense à des belles boîtes. On va pas le citer là, mais il y a des gens. Sinon, ça leur ferait trop de pub. On ne va pas le citer. Mais il y a une grande entité française qui mélange des tonnes de recherche clinique, des tonnes de recherche clinique d'à peu près tout le monde, qui déidentifie tout ça et qui vous met à disposition des données de recherche clinique de très haute qualité, où vous arrivez à chercher des biomarqueurs de stratification, de différenciation, beaucoup de choses. Donc ça, ne serait-ce que ça, c'est extrêmement intéressant. Vous voyez, il y a des grands hôpitaux qu'on voit avancer sur des pratiques intéressantes qui disent, nous, toutes les données produites, elles vont être déidentifiées by design. Et on les met toutes dans un data warehouse utilisable par les infirmières, les médecins, les start-upers, etc. C'est des choses qui nous intéressent aussi. D'accord. C'est aussi le défi un peu de la science ouverte. Vous avez cité DeepMind, qui a aussi eu l'intelligence d'ouvrir sa solution de repliage, enfin vous l'expliquez, d'identification des pliages des protéines aux chercheurs du monde entier. C'était quand même un pas immense. Est-ce qu'en France, vous pensez que toutes les startups, toutes les sociétés sont prêtes à jouer le jeu de façon aussi ouverte, ou est-ce qu'il risque d'y avoir Alors après, il faut quand même savoir raison garder. C'est-à-dire, vous prenez ChatGPT, c'est sorti d'un article qui avait été écrit par Google. Donc il faut faire attention à garder et protéger par l'API ce qui est protégeable pour avoir des investissements et croître. Tout à fait, bien sûr. Donc ça, il faut vraiment, c'est le marqueur. Il faut faire attention à ne pas dépasser ça. Mais je crois que la science, qu'elle soit ouverte, partagée, c'est fondamental, parce qu'il y a plein de modèles d'IA qui sont que ça, en fait. Aussi, on ne va pas faire de pub ni citer qui que ce soit, mais il y a des gens qui prennent tous les articles à l'échelle
de l'organe, de la cellule, des interactions protéines, et qui en font des modèles. Voilà. Après, donc s'il n'y a pas d'article, il n'y a pas de modèle. D'accord. Donc, c'est très important de continuer à partager. Après, évidemment, les start-upers, les chefs d'entreprise, ils ont à l'esprit qu'il faut protéger ce que l'on fait si on veut avoir une proposition de valeur. Bien sûr. Donc, voilà, ça c'est le marqueur, je crois, ou en tout cas la frontière. Mais je pense que les gens le vivent assez bien. Oui, on est dans la partie sur l'écosystème de l'intelligence artificielle en France. C'est votre travail aussi d'encourager ces partenariats, de dire à telle ou telle société, que ce soit un projet qui est soutenu par la filière IA et cancer, ou même d'autres projets dont vous pouvez entendre parler, de dire, ah tiens, il y a ce partenaire-là qui pourrait aller, de faire un petit peu, d'encourager, pas forcément des mariages, mais des différents accords comme ça. Alors, on démarre tout juste. Oui. On démarre tout juste parce que c'est vraiment, c'est très intéressant de voir, par exemple, un cas concret, comment est-ce que les divers collègues, dont certains sont pas loin, qui font du traitement automatisé du langage sur les documents qui sortent des hôpitaux. Il y en a 4 en France, l'IFEN, Résilience, Gimli, Sanker, Hospi, il y a 4 gros, puis il y a Continuum Plus qui est en train de se positionner. C'est sûr que ce serait vachement intéressant de leur dire, nous, on a un standard à vous proposer. Prenez les accès précoces, on a un standard, là. Il y a 20 notions, il nous faut tout le temps. C'est une sorte de 5G, si vous voulez. Et si on arrête ces 20 notions avec l'INCa, avec la haute autorité, on dit à tout le monde, vous avez la techno que vous voulez, vous êtes installé où vous voulez, mais nous, c'est ça qu'il nous faut. Là, c'est une façon de les faire converger, mais c'est très expérimental. Donc, on en est juste au balbutiement de ce genre de convergence. D'accord. Vous voyez ? D'accord. Amaury, au niveau de l'Institut Curie, alors comment ça se passe? Donc vous avez effectivement toute cette activité de création de spin-off. Vous avez aussi une grande activité de transfert, de partenariat. Alors voilà, c'est aussi un acteur clé de cet écosystème, l'Institut Curie. Oui, certes, mais au-delà de l'Institut Curie, il y a quelque chose enfin, on est passé rapidement finalement tu parlais des tech bio, effectivement, c'est un sujet, mais alors qu'on est peut-être pour la première fois réellement dans l'ère des biotechnologies. Ouais. Et là, on est en train de vivre finalement l'IA, c'est quoi? C'est simplement qu'une technologie qui n'a pas été développée spécialement pour la biologie d'ailleurs, c'est des mathématiques, vient se confronter avec le domaine de la biologie. Mais on le vit en ce moment aussi avec des technologies de physique. Le séquençage, c'est des technologies de physique à l'origine. Et on le vit avec des sujets de chimie également. Donc en fait, on est rentré complètement dans cette ère de l'interdisciplinarité. Et donc là, ok, on met en avant le sujet de l'IA parce que c'est la thématique, mais il faut quand même pas oublier que derrière, il y a toujours et d'abord la compréhension de la biologie. Ouais. Et que l'un ne peut pas aller sans l'autre aujourd'hui. Et donc on aura toujours tous les outils qu'on veut, les plus perfectionnés, les plus grandes bases de données. Derrière et avant tout, il y a quand même l'intelligence de chercheuses et de chercheurs qui vont se dire, tiens, ce mécanisme-là, pourquoi il est dysfonctionnel, comment je le comprends, et c'est du temps long, c'est beaucoup d'échecs aussi. Il n'y a pas qu'en pharma où il y a beaucoup d'échecs qui sont faits. Et donc, finalement, c'est ce que un institut comme l'Institut Curie, où on a vraiment ces deux piliers. À l'Institut Curie, on a 1200 personnes au centre de recherche avec des sujets très fondamentaux. Il y a des gens qui font des sujets qui n'ont rien à voir avec la cancérologie, qui sont très, très fondamentaux. Ils travaillent sur la biologie du développement, qui travaillent sur des interfaces physiques, biologiques, qui sont très loin de l'application. Et puis on en a d'autres qui sont plus proches. Mais ceux qui sont proches aujourd'hui de l'application, il y a quelques années, ils en étaient très loin. Il y a 20 ans, des paris qui ont été faits au niveau du centre de recherche sur l'immunologie. À l'époque, le directeur du centre de recherche, on lui a presque dit « mais vous êtes fou de garder une division d'immunologie à l'Institut Curie. À quoi ça sert ?» À l'époque, on cherchait à transférer des cellules, ça ne marchait pas, donc tous les gens ont arrêté ces activités-là. De la même manière que quand il y a eu le choix de créer une unité de recherche en bioinformatique, les gens ont dit « mais qu'est-ce que vous venez faire, une unité de recherche en bioinformatique à l'Institut Curie avec les mines, ça sert à rien. » Aujourd'hui, on voit que 10 ans ou 20 ans plus tard, à quel point c'est utile. Et on a exactement la même problématique aujourd'hui. On travaille beaucoup sur l'épigénétique, futur grand sujet pour Cure 51. Aujourd'hui, oui, on va nous dire les premières générations d'HDAC ne fonctionnent pas. OK, ou pas autant qu'on voudrait. Mais en réalité, c'est sûrement la clé de la compréhension des régulations épigénétiques. Donc une fois qu'on a compris ça, à côté de ça, on a un hôpital qui est le plus gros centre de lutte contre le cancer en termes de fil actif de patients. Au milieu de tout ça, c'est évident que nous,
Notre objectif, c'est que quand on voit des découvertes qui sont sur des étagères, Ouais. c'est de les amener aux patients qu'on croise le matin dans l'ascenseur. C'est assez évident, ça paraît simple, ça l'est pas complètement. Et donc, on a structuré au cours des années une vraie approche de transfert de technologie, un mot qui est mal connu en France. Quand on pense à ça, on pense qu'on va donner aux Chinois des technologies, mais non, en fait, on fait juste que confier une découverte à une entreprise privée qui va la développer avec nous, en général, mais elle peut la développer seule aussi, pour pouvoir l'apporter aux patients. Et c'est un autre métier. Nous, on fait pas du développement de produits derrière. Donc, c'est ce continuum-là qui est important. Et donc, parfois, oui, ça passe par la création de sociétés, mais pas tout le temps. En une année, il va y avoir entre 0 ou 4 spin-offs qui sont issus de l'Institut. Dans cette même année, il y a entre 60 et 90 contrats de partenariat avec des entreprises, et je compte pas les essais cliniques dans ça. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on est labellisé Institut Carnot. Et là, pour le coup, on communique très peu parce que il y a plein de clauses de confidentialité et on travaille avec des petites sociétés de biotech, de tech bio, des pharma, en France, à l'étranger. Donc, ce travail-là, il se fait de manière dynamique, parfois caché pour des raisons de secret des affaires, normal. Mais oui, on est de plus en plus nombreux en France à jouer ce rôle-là. La dynamique des instituts hospitalo-universitaires, au-delà même de l'oncologie, a largement contribué à avoir des sites bien identifiés où se croisent de la recherche, du soin. Mais ce que je dis souvent, on n'est pas très original. Je veux dire, les Américains font ça depuis très longtemps. Ouais. Eux, ils appellent ça juste une université, en fait. Bien sûr. Et donc, dedans, on trouve tout le monde. Et quand ça marche bien, on a à côté des entreprises. Ça s'appelle Boston, ça s'appelle Cambridge. Donc, on essaye modestement de contribuer à ces dynamiques. D'accord. C'est vous qui allez frapper à la porte des entreprises pour leur proposer des projets, ou des entreprises qui viennent au contraire vous voir à la recherche justement d'un partenaire? Alors c'est les deux, mais j'ai envie de dire d'abord et avant tout, c'est l'excellence scientifique qui compte. Quand on vient nous voir, c'est qu'en fait on vient pas nous voir nous, on vient voir le chercheur qu'on a identifié, que la société a identifié comme étant le meilleur ou la meilleure sur son domaine. C'est compliqué pour une entreprise de faire la démarche d'aller avec un institut académique. Et souvent, enfin ceux en tout cas qui n'ont pas l'habitude de le faire, ils imaginent beaucoup de choses, que ça sera très compliqué. Parfois, ça l'est. C'est pas loin d'être parfait. Mais c'est d'abord l'excellence scientifique en recherche clinique, mais aussi sur un sujet très spécifique, un spécialiste de l'exosome, un spécialiste de tel mécanisme cellulaire. Et donc, en général, c'est ça le premier contact. D'accord. Mais de plus en plus, une fois que ça est en place et structuré, on essaye, nous, d'être force de proposition, d'aller voir les entreprises en disant, dans le fond, vous avez besoin de quoi aujourd'hui, qu'on comprenne bien ce que vous faites pour voir si on peut vous répondre, proposer quelque chose. Et là, je pense qu'il y a encore un pas à franchir. Il y a encore un cloisonnement assez fort, finalement, entre ces deux mondes. Ça change vite. Mais on n'est pas encore dans des écosystèmes à l'américaine, en tout cas à l'anglo-saxonne, où il y a beaucoup de gens qui ont fait des doctorats, qui travaillent en entreprise, qui reviennent ensuite dans le monde de la recherche et qui repartent. Et donc, il y a une connexion assez naturelle dans ces échanges-là. Ça reste encore complexe. Et le deuxième point, c'est que c'est compliqué aussi de comprendre quelque part le portefeuille R&D d'une société pharma. Et c'est normal, il y a une vraie, il y a un enjeu industriel pour la société. Donc nous, au milieu de tout ça, on doit jouer sur différents tableaux. Ce que je constate par contre, c'est que on a de plus en plus de contrats sur du long terme avec des sociétés de taille très moyenne. D'accord. Alors qu'avant, c'était beaucoup plus des très gros groupes. On a eu pendant très longtemps l'Institut Curie, un contrat avec Servier pendant longtemps, qu'on n'a plus. On a d'autres liens, mais qui sont différents. On sent qu'il y a une forme de mutation et de plus en plus intégrée. C'est-à-dire que avant, ça pouvait être sur une question très biologique, sur un modèle expérimental. Et là, on va réussir à construire des projets qui peuvent aller avec une question très fondamentale, mais une molécule aussi de la société qu'on va tester, et puis peut-être des fois aussi déjà les après déjà. Donc ça, c'est une nouveauté. Et là, pour le coup, ça intéresse vraiment les équipes de recherche. Ouais. Parce que faut aussi se dire qu'en face, on a des chercheurs qui ont leur propre projet. Et donc, tu le disais très clairement aussi avant, il faut qu'il y ait un intérêt de l'équipe à collaborer. Et donc, c'est en amenant des questions complexes que finalement, le chercheur se rend compte que ça a l'intérêt, il y a un défi à relever. D'accord, Fabien, vous reconnaissez bien tout à fait. Ce qu'il nous dit Amaury, au niveau de la recherche du partenariat. Tout à fait. On a du mal à imaginer que l'innovation, puisqu'on parle d'innovation, puisse se faire qu'en interne.
L'innovation, il y en a partout. Alors en plus, quand on parle d'intelligence artificielle, on voit le nombre de champignons qui poussent partout, qui viennent. Donc on est obligé, et heureusement, on s'ouvre à l'extérieur. Par rapport à ce que disait Amaury également, les patients que l'on traite, ils sont dans les hôpitaux. Donc il faut qu'on s'ouvre vers les hôpitaux et qu'on travaille avec les hôpitaux, avec les patients qui sont localisés dans les hôpitaux. Donc je reste persuadé que une innovation en interne seule, ça ne marche pas. Aujourd'hui, on parle de open innovation et de travailler avec des partenaires, que ce soit les hôpitaux, mais également, je mentionnais les partenaires du domaine de l'intelligence artificielle. On en a des fleurons français avec qui on travaille, bien sûr, des groupes qui sont basés aux US également. Aujourd'hui, chacun va apporter des choses différentes. On peut avoir l'accès à la technologie. Pour moi, il y a deux choses importantes dans les approches d'intelligence artificielle. C'est la technologie et c'est la data. Et souvent, il faut les deux. Mais on va pouvoir travailler avec un fleuron français de l'industrie de l'intelligence artificielle qui a mis en place un network avec les hôpitaux français, européens, américains, avec MD Anderson entre autres, et qui permet l'accès à une masse de données patients que l'on ne va pas retrouver ailleurs. On va travailler avec un leader dans les modèles, les Gemini modèles ou les patients virtuels, et qui est un leader dans ce domaine-là et qui va apporter plus la technologie, qui est une technologie qui sont des mathématiques, hein. C'est pas de la biologie, c'est de la transformation des données de la biologie en modèles mathématiques, voire physiques. Et donc, on a des partenariats en intelligence artificielle qui nous apportent différentes parties du puzzle, la technologie, les données. Mais après, il y a également les patients, et les patients, ils sont dans nos hôpitaux. Tout à fait. D'accord. Nicolas, pour conclure, sur votre exemple, alors on parle de partenariat, mais alors en même temps, quand on s'intéresse à l'exemple de Cure 51, vous collectez la donnée, vous l'étudiez, vous menez vous-même ensuite un essai clinique, vous allez pouvoir nous en parler. Finalement, c'est assez intégré comme approche. Ouais, mais je rebondis sur tout ce que mes petits camarades ont dit. Moi, je crois beaucoup à la mutualisation de l'intelligence. C'est ça qui rend la démarche scientifique, intéressante et efficiente. Donc nous, on travaille avec aujourd'hui 158 hôpitaux, bientôt Curie, j'espère. Certains sont co-actionnaires de la société. Gustave Roussy ou Léon Bérard en France, par exemple, sont co-actionnaires et cofondateurs de la société. Donc on a des rapports à la fois scientifiques et de partenaires industriels. Et on agrège les compétences. Et je voulais aussi revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure. Attention à la naïveté qu'on peut avoir. Moi, le premier sur on collabore tous ensemble, c'est génial. 100% d'accord dans la philosophie et la démarche. L'intelligence artificielle, ça nécessite aussi du stockage et de la computation. Des capacités industrielles fortes. Aujourd'hui, les grands acteurs du stockage et du cloud, malheureusement, ils sont pas français. Ils sont beaucoup américains. Et enfin, moi, je parle pour mon exemple. Aujourd'hui, on n'a pas trouvé de réponse en France sur nos besoins qui sont plus exponentiels que logarithmiques, pour le coup, de computation et de stockage. C'est-à-dire ce qu'on appelle la scalabilité d'un projet, sa capacité à évoluer rapidement et malheureusement pas toujours de façon linéaire. Ça nécessite beaucoup de flexibilité et d'agilité chez les partenaires industriels en face. Et ça, je pense que la France et l'Europe, malheureusement, souffrent encore un peu d'un déficit d'infrastructure. Parce que pour que l'intelligence artificielle soit efficace, faut de la donnée. Je vais te laisser rebondir. Faut de la donnée, faut de l'expertise scientifique. Il faut aussi de l'infrastructure. L'infrastructure, c'est une pièce qui est hyper importante, qui est extrêmement fragile, qui est friable et qui est pas toujours totalement prédictible. Voilà. Mais pour terminer, avant de te laisser la parole, oui, nous, on essaie de tout faire, si j'ose dire. On le fait pas tout seul, on le fait avec les hôpitaux. Et là aussi, on fait en sorte que ça soit des win-win, les partenariats. C'est-à-dire que sur la création de valeur, on fait en sorte qu'elle soit partagée. Nous, on a un accord de revenue sharing, pour employer un anglicisme, donc de partage de revenus avec tous les hôpitaux qui bossent avec nous. Donc, un pourcentage significatif des futurs revenus de la société leur sont restitués. On finance tout le séquençage moléculaire de leur cohorte. Donc, on contribue à leur effort de recherche. Et c'est aussi pour ça qu'on a un niveau d'engagement important, quoi. D'accord. Et je pense que c'est la seule solution pour le faire de façon efficace et réplicable. D'ailleurs, il faut les associer au maximum. D'accord, très bien. Marco, avant juste de vous laisser rebondir,
Nicolas, sur votre essai clinique, on n'en a pas parlé encore, mais alors c'est vrai qu'aujourd'hui vous avez toutes ces données de patients donc réputés atteints de cancer réputés incurables. Voilà, qu'est-ce que vous en faites? Alors comment concrètement vous concrétisez ces enseignements dans ce qui pourrait être demain une innovation thérapeutique? Alors juste d'abord une petite précision, c'est en effet une étude clinique, elle est rétrospective et non interventionnelle. Tout à fait. D'accord, puisqu'on parle en fait de patients qui ont survécu entre 3 et 5 ans après le diagnostic qui est toujours en phase terminale. Voilà. Donc sur des cancers très agressifs. Donc nous, on va récupérer toutes les données, en effet, cliniques, l'imagerie, toute la donnée génomique, puisqu'on récupère les tissus. On va l'analyser, on va la comparer à ce qu'on appelle des groupes contrôles, c'est-à-dire que pour un patient survivant, on a un patient de la même cohorte qui a subi les mêmes traitements, les mêmes lignes de traitement et qui malheureusement est décédé à la médiane de l'espérance de vie. Et on va essayer de comprendre pourquoi certains ont survécu et la majorité sont décédés. Donc on va en effet identifier ce que tu évoquais tout à l'heure. D'abord des clusters, des signatures, puis des cibles thérapeutiques qu'on va essayer de valider, faire en sorte qu'elles soient robustes. Et après, on va se tourner vers des partenaires, comme Servier par exemple, pour les développer. Voilà. Et toujours avec le pilotage scientifique de nos autres partenaires. Mais c'est ça qui marche. C'est on concatène, on agrège, on compare, on isole des signatures, des cibles, et après on les co-développe sous forme de spin-off avec des partenaires. Et on peut le répliquer sur plusieurs indications et plusieurs cohortes. C'est ça la beauté du modèle. Ok, très bien. Avant de laisser aussi la conclusion à Nicolas Bouzou, Marco, je reviens vers vous. Donc, c'est sur cette question, j'imagine, voilà, de capacité française à pouvoir gérer la donnée. Ce qui m'amène aussi à une partie voilà, qu'on va aborder très rapidement sur l'environnement français. Qu'est-ce qu'on peut améliorer aujourd'hui pour justement favoriser le développement de cet écosystème? Ça peut, les capacités informatiques notamment. Oui, enfin, je pense que vous avez raison. Enfin, tu as raison de mentionner cet enjeu clé. On a vu aux US naître un partenariat entre NVIDIA, Microsoft ChatGPT, 5 labos monstrueux et Amazon Web Services. Donc c'est sûr qu'ils ont une puissance de frappe absolument extraordinaire. Après, moi je viens du CEA, du Commissariat à l'énergie atomique, et je sais qu'il y a des capacités computationnelles de high performance computing qui sont extrêmement élevées, qui sont utilisées pour les applications militaires, qui sont de plus en plus ouvertes vers d'autres applications. Je pense même que mes collègues du CEA, s'ils ont une partie de l'interview, vont vraiment s'y reconnaître. On essaye d'ouvrir et de mutualiser ce genre de choses. Je crois que beaucoup de choses viennent de la capacité finalement à pas avoir peur de dialoguer. Tout à l'heure, Amaury citait le fait d'aller voir les industries pharma et leur proposer des choses. Je pense que c'est vrai entre l'Institut Curie et Servier. Ça peut être vrai entre les secteurs publics et le secteur privé. Ça peut être vrai entre le CEA, les gens qui font plutôt de l'IA en santé et beaucoup d'autres gens. Donc, je pense que malgré tout, il y a des belles choses qui naissent. Il y a une communication puissantissime sur la force de certains acteurs. Ça, je suis d'accord. Qui peut faire croire que le reste est oblitéré. Mais je pense que l'indépendance qu'on a autour de l'énergie nucléaire, par exemple, est aussi le résultat d'une politique d'investissement, de supercalculation, etc., qui fait qu'à la fin, on arrive à avoir des logiciels propriétaires, des choses qu'on contrôle parfaitement de la première couche jusqu'à la dernière. Donc je crois que tout n'est pas totalement perdu, en particulier pour une chose toute simple. On sait que le SNDS, on est sûr que c'est pas formidable et tout, mais c'est quelque chose d'intégré à l'échelle populationnelle. On est le seul, je crois, pays au monde à avoir ça. On en connaît les limites, mais je pense que si on connaît bien nos forces, et certaines sont à découvrir, eh ben, on peut quand même jouer un rôle à l'échelle mondiale. Moi, j'y crois vraiment, parce que tout ce qu'on produit, en fait, c'est tout ce qu'on essaie de faire à la filière, c'est, je vous assure, il n'y a jamais de naïveté sur les capacités des uns et des autres. Au contraire, on souhaite pouvoir les éprouver par des projets, et on se rend compte que finalement, il faut passer par là, il faut pousser peu à peu les choses pour que ça progresse, mais il y a des moments difficiles, mais je pense qu'on arrive à progresser progressivement. Je suis assez confiant, en fait. D'accord. Surtout parce qu'il y a des initiatives européennes sur le High Performance Computing qui arrivent, Gaia X, mais je pense que la France peut avoir un leadership sur ça. D'accord, très bien. Amaury, en quelques phrases, on va le temps que Nicolas s'installe pour conclure cette table ronde. Est-ce qu'on ouvre le cahier de doléances? Alors, qu'est-ce qu'il faudra améliorer pour justement construire cet écosystème de l'intelligence artificielle, de la data au service de l'oncologie? Je pense que j'ai déjà dit 2-3 choses de cahier de doléances. Moi, je vais ouvrir le cahier malgré tout d'espoir. D'accord, très bien. D'abord, rappelons-nous quand même que où on était il y a 5 ou 10 ans,
Et on s'est amélioré. Paris est vu comme un hub aujourd'hui, clairement, de start-up, en particulier de la tech, et c'est une bonne chose. Et c'était pas le cas avant, donc c'est très bien. Il y a beaucoup plus d'investissements sur ces secteurs-là. Deuxième sujet, on a toujours une recherche fondamentale de très grande qualité, même si on aimerait qu'elle soit mieux financée, plus pérenne, etc. Mais quand on compare avec ce qui se passe ailleurs dans d'autres endroits dans le monde, où il y a quand même une pression à être tout de suite dans l'application, on sait que la recherche, c'est long. Il y a des échecs, je dis que ce n'est pas qu'en pharma qu'il y a des échecs, et donc il faut se donner du temps. C'est une énorme force pour nous. Et quand aujourd'hui les entreprises, elles cherchent des talents, elles cherchent de personnes à recruter, elles regardent aussi ce qui se passe ici, parce que là, on peut embaucher des gens rapidement et des gens bien formés. C'est pas forcément le cas de partout dans le monde. Donc voilà, donc je reste optimiste. Il y a un point, j'aimerais juste en dire juste là-dessus. C'est sortons de la centralisation. Par pitié, sur les données, c'est l'emblème. Enfin, en France, on ne sait pas penser autrement qu'en centralisant les données. On est fondamentalement dans un monde qui est distribué, dans un monde fédéré. Et aujourd'hui, tant qu'on n'aura pas compris que tout hôpital qu'il est, il aura toujours son stockage de données, tout centre de recherche qu'il est, il aura son stockage de données, etc., et qu'on doit faire dialoguer ces centres de données, ces stockages de données, ça veut dire avoir des standards d'interopérabilité, ça veut dire du calcul distribué, sécurisé, certes, mais voilà, ça c'est l'avenir. L'avenir, il est sûrement pas dans la centralisation des données, et en plus, environnementalement parlant, c'est une catastrophe. On duplique de la donnée, on doit la transporter. Voilà. Donc là, il y a un point qu'on n'a pas compris encore en France, c'est qu'on doit aller vers un Federated Health Data Hub, on doit aller vers des modèles fédérés d'alignement de séquences, de collecte et d'analyse de données génomiques en particulier. Et ça, je n'entends jamais. Or, si on rate ce changement-là, pour le coup, tout le reste de l'Europe et du monde ne raisonne que comme ça. Vous allez en Allemagne, il n'y a pas de centralisation en Allemagne, il y a des Länder et il y a différentes stratégies. Vous allez en Espagne, c'est pareil. Et donc aujourd'hui, on va rentrer dans un espace européen de la donnée et on va être le seul pays finalement qui n'est pas capable lui-même d'avoir des nœuds secondaires de données. Et ça, c'est un peu un sujet d'inquiétude pour nous. Voilà. D'accord, très bien. Merci Amaury, merci Marco. Nicolas, Fabien, merci de vos éclairages. Et donc voilà, comme prévu, je vous laisse Nicolas. Extrêmement synthétique, mais merci beaucoup. Déjà d'avoir mis l'accent en effet sur les applications très concrètes de l'IA et des données en IA, y compris pour le patient, parce que c'est quand même ça au bout du compte qui nous intéresse. Et puis merci aussi d'avoir rappelé que la France avait un écosystème dans ce domaine-là qui est tout à fait performant, alors qu'il y a encore sans doute un peu petit. Enfin, on aimerait bien, en tout cas, que lever des freins pour que les choses aillent plus vite. Mais enfin, bon, on a quand même un coup à jouer et ça, c'est vraiment très, très encourageant. Donc, on se retrouvera dans 2 mois à peu près, début du mois de février, pour un thème que je peux déjà vous donner, qui sera l'IA et le drug discovery, c'est-à-dire en quoi l'IA et quelles sont les applications qui peuvent nous aider en matière de recherche et développement, de découverte de nouvelles thérapies. Voilà, donc là encore, on sera extrêmement concret et donc on se retrouve, la date est à fixer, mais on va dire durant la première quinzaine du mois de février 2025. Tout à fait, très bien. Et de toute façon, on la précisera très rapidement. Absolument. Sur le site de Pharmaceutique. Merci à tous. Très bien, merci. Très bonne soirée, à bientôt.